Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. Le 5 mai 1989, Sylvie Baton, brillante étudiante, est découverte étranglée chez elle en Bourgogne. Un proche, un copain de fac, un voisin, qui a pu s'en prendre à cette jeune femme tranquille ? Il faudra 18 ans pour arrêter le meurtrier, au terme d'une enquête éreintante pour la famille. Vous écoutez l'affaire Sylvie Baton, première partie. La famille Baton, c'est une famille normale, une famille soudée. Olivier Seran, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Auxerre. Un papa, une maman, avec un garçon, une fille. Sylvie Baton, elle est étudiante en lettres modernes à Dijon. Anne Pagès, avocate de la famille Baton. Donc elle est en général en faculté la semaine à Dijon, elle revient le week-end dans la Vallonnais. Le 5 mai 89, Gérard Delorme, ancien journaliste à Lyon Républicaine. c'était le jour de l'inauguration de la foire exposition d'Avalon qui avait lieu tous les ans. Et l'on s'étonne de ne pas voir Sylvie dans les rues d'Avalon, on s'étonne de trouver les volets clos. Sylvie ne répondant pas au téléphone. Monique Boulanger, amie de la famille Baton. Sa maman a décidé de venir voir ce qui se passait à la maison. Elle était accompagnée d'un beau-frère à elle. Et là, ils ont vu que le portail était fermé. Martine Dubois, avocate de la famille Baton. Mais ils ont aperçu que la porte d'entrée de la maison était entrouverte, entrebâillée. L'oncle s'est débrouillé pour sauter par-dessus le portail et puis ils ont découvert tous les deux le corps de Sylvie qui était dans la baignoire, immergée. Madame Baton a retiré le corps de sa fille de la baignoire pour le mettre sur le lit, pour la protéger, pour la mettre sous un drap. Elle hurlait dans la rue en disant « ma gamine, ma gamine, ma gamine ». Les cris ont alerté les forces de l'ordre. Ils sont accourus sur la scène de crime. Tout de suite, ils ont remarqué que le logement était en désordre. Il y avait notamment des effets personnels de Sylvie qui étaient par terre. On retrouve des vêtements de Sylvie un petit peu partout, ensanglantés. D'ailleurs, je crois pour certains derrière les WC. La baignoire est remplie d'eau. Il y a de mémoire les chaussures de Sylvie Baton dans la baignoire. Il va y avoir des constatations des prélèvements sur la scène de crime. Charles Prats, dernier juge d'instruction de l'affaire. Des cheveux, des poils, etc., des traces de sang. Le corps a été transporté de la baignoire sur le lit, et sur ce lit, il y avait un plaid. Donc ce plaid, il a été pris par les enquêteurs pour être placé sous saisie et scellé. Après, juste à l'extérieur de la maisonnette, on pouvait remarquer un fil électrique coupé. Coupé, on pourrait même dire sectionné. Ce fil, en fait, c'était le fil du téléphone. Les constatations permettaient de déterminer qu'elle avait été attachée, donc liée avec des liens, et très clairement qu'elle avait fait l'objet de sévices sexuels, d'un viol. D'après l'autopsie, elle a été étranglée, elle a été battue, donc il y avait manifestement un acharnement sur son corps de la part du coupable. Je suis allée au lycée à Auxerre avec Sylvie. On était toujours ensemble. Barbara Moreau, comédienne et amie de Sylvie.
Depuis quelques années, j'écris. Je parle d'elle, je raconte son histoire. Elle était assez raffinée. Elle avait quelque chose d'un peu raffiné, d'un peu artiste. Elle avait de l'allure, une certaine classe. On était des filles passionnées. C'était la fierté de la famille et de la mère en particulier, j'allais dire. Parce que c'est une femme, la mère. Et quelque part, ben voilà, que sa fille puisse faire des études de lettres, c'est valorisant par ricochet aussi. Sylvie, c'était la fille qui faisait pas d'histoire, une fille bien, je dirais, très bien. Il y avait dans l'air, je sais pas, un climat assez bizarre. Déjà un climat de suspicion. On était mal à l'aise. Ah ben, vous savez, tout le monde se regarde un peu parce que on sait pas qui est-ce que c'est quelqu'un de passage? C'était la fête sur Avalon, c'était un grand week-end. Donc, on s'interroge. Mais la question est, il y a peut-être un assassin parmi nous. C'est peut-être le collègue, le voisin, le monsieur à la caisse d'à côté au supermarché. Les funérailles de Sylvie, il y avait un monde fou. C'était dans la petite commune de Sauvigny-le-Bois où résident ses parents. Et il y avait une foule énorme. Tous les services des enquêteurs, les services de gendarmerie et des services des recherches étaient là. Ils étaient installés dans les locaux de la mairie, d'ailleurs, de Sauvigny-le-Bois, qu'ils avaient investi parce qu'ils pensaient peut-être trouver l'assassin potentiel lors de la cérémonie d'obsèques. Il y avait une sorte de mise en scène. La famille de Sylvie était le long du mur, dans les escaliers. Et nous devions les embrasser ou serrer la main à la famille, car en face, dans la mairie, il y avait les caméras de la gendarmerie qui étaient censées repérer, en fait, si éventuellement ils avaient pu reconnaître quelqu'un qui avait eu des problèmes quelconques. On nous avait dit, si vous remarquez quelqu'un, même si ça vous paraît loin, que ça vous paraît insignifiant, il faudra quand même le signaler. Pour tout le monde, le meurtre de Sylvie est incompréhensible. Il n'y a aucune piste dans l'entourage de la jeune femme. Les enquêteurs se concentrent alors sur un élément troublant. Le tueur n'a pas forcé la porte pour rentrer chez Sylvie. Il n'y a pas d'effraction. Connaissait-il la victime? Ou bien avait-il la clé? Il n'y avait pas de traces d'effraction, c'est sûr. Donc les gendarmes étaient persuadés que c'était quelqu'un qui connaissait la maison. La gendarmerie et le juge d'instruction de l'époque vont très vite orienter leurs investigations sur l'ancien locataire des lieux. C'est lui qui est venu à la gendarmerie. Il a expliqué qu'il était l'ancien occupant. Il a expliqué que lui, ayant vécu sur les lieux, etc., il a encore des clés de cette petite maisonnette. Ils se sont dit, il vient peut-être pour se dédouaner, peut-être qu'il vient pour qu'on le suspecte pas, donc on le suspecte. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté ce fil qui courait le long du mur extérieur était un fil de téléphone qui avait été coupé. Cet homme, en fait, il avait installé cette ligne téléphonique, il avait bricolé sur la petite maison pour installer le téléphone dans la maison. Olivier Seran, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Auxerre. Et il avait donc fait passer un fil de téléphone sur le mur de la façade. Les gendarmes, ils se sont dit que l'assassin
qui voit ce fil doit s'y connaître un petit peu parce que c'est un fil de téléphone, ça, c'est pas un fil électrique. Et donc ce monsieur va être inculpé, comme on disait à l'époque. Il a été placé en garde à vue. Armando, c'était quelqu'un et sa famille d'ailleurs, qui habitait dans un petit hameau d'Avallon, à 2 kilomètres de la ville. Gérard Delorme, ancien journaliste à Lyon Républicaine. Et c'était d'une famille sans histoire. C'était un gars qui n'avait jamais eu de problème avec la justice. Lui, il était connu parce qu'il intervenait dans une boîte de nuit à Avallon, donc il était connu des jeunes, etc. Donc il était connu de Sylvie sans plus, mais elle le connaissait. Donc voilà. Ensuite, il y a eu les expertises génétiques. Il faut comparer un prélèvement ADN de l'auteur, présumé, avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime. Le cheveu retrouvé sur la scène de crime et celui du mis en cause, eh bien, on ne voit pas de différence. Une analyse des cheveux pouvait laisser penser que c'était lui, ça pouvait être un de ses cheveux. Et c'est à ce moment-là qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre. On avait hâte de savoir, on avait hâte que la personne soit arrêtée, mais on avait peur de connaître la personne qui était arrêtée. On avait peur que ce soit quelqu'un d'Avallon qui soit le responsable de ce crime. Et c'est vrai que quand Armando a été appréhendé, il faisait quasiment un coupable idéal. Ah ben ils ont trouvé le coupable. Monique Boulanger, amie de la famille Baton. Voilà, certaines personnes se contentaient de ça. Ils ont trouvé le coupable. Il a toujours nié les faits, donc il y avait un doute par rapport à cette arrestation. Est-ce que c'était véritablement lui le coupable ? Son avocat, donc lui, remettait en cause les expertises en laissant penser que ces expertises n'avaient pas de valeur. Et sachant qu'il n'y avait pas d'aveu, pour lui, son client était innocent. 1 an et demi plus tard, une nouvelle analyse des cheveux, effectuée après la demande insistante de son avocat, permettent de dire que non, c'est absolument pas son cheveu et que ce n'était pas lui. Madame Baton a été désolée qu'il ait fait de la détention provisoire pour rien. Vraiment, vraiment. Bouleversée, presque en rage. Le fait de mettre quelqu'un en prison pendant 18 mois, 1 an et demi... Charles Prats, dernier juge d'instruction de l'affaire. De l'accuser d'avoir violé et tué une jeune fille, c'est une erreur judiciaire. Si ça, ce n'est pas une erreur judiciaire, je ne sais pas ce qu'est une erreur judiciaire. Avallon, c'est une petite ville de province. Les rumeurs se répandent vite. Le candidaton est terrible. Et donc, voilà, l'impact est très destructeur pour ce monsieur. C'est terrible, c'est absolument terrible parce que on dit toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Et alors, tant qu'on n'a pas trouvé le vrai coupable, ce garçon, il est quand même resté dans l'esprit de certaines personnes. Pourquoi il est resté 2 ans en prison? Pourquoi il est resté si longtemps? Le 5 décembre 90, effectivement, quand il est sorti de prison, on repartait à zéro. Donc on est reparti, y compris dans l'état d'esprit de la part des habitants d'Avallon qui avaient retrouvé l'inquiétude. À cause de cette erreur, les policiers ont perdu 1 an et demi et n'ont plus beaucoup d'espoir de trouver le coupable. Pourtant, en janvier 1991, 2 ans après le meurtre de Sylvie Baton, l'enquête est relancée grâce à un autre meurtre commis à 200 km d'Avallon. Le 24 janvier 1991, donc on était encore sous le coup de l'émotion. Ouais. Et il y a une autre affaire, effectivement, qui a éclaté à Paris avec le meurtre d'une jeune fille. Pascal était une fille vraiment très jolie, charmante, très dynamique aussi. Jean-Pierre Escarfel,
père de Pascal Escarfel. Quand elle était étudiante à Paris, elle rentrait chez elle après une soirée chez des amis. Et il y a un type qui l'a suivi, qui s'est faufilé derrière la porte de son immeuble. Et quand elle est arrivée chez elle, il a sorti un couteau pour la menacer et l'obliger à lui ouvrir la porte. Donc fin janvier 91, la section de recherche gendarmerie apprend que une jeune femme a été assassinée à Paris dans des conditions sordides, retrouvée dans son appartement étranglée. La seule chose, c'est que Pascal Escarfel avait un lien de parenté avec les propriétaires de la maison qu'occupait Sylvie. Le meurtre, le viol et le meurtre de Sylvie Baton se déroulent dans une petite maison de gardien d'une grande propriété à Avallon, la propriété de la famille Escarfel. C'est très troublant. Deux personnes qui ont un lien avec ce domaine d'Avallon se retrouvent assassinées, l'une sur le site même de cette propriété, l'autre à Paris. On peut toujours penser que l'affaire d'Avallon, le meurtre de Sylvie Baton, va rebondir. Peut-être qu'il est l'auteur. Quand les enquêteurs, ils ont rien où ils piétinent, le moindre élément constitue une pièce de puzzle qu'ils essaient d'insérer dans les autres pièces. La police avait interrogé 600 personnes. Bon, moi j'étais tenu au courant de temps en temps. Et à un moment, il y a un des inspecteurs qui m'a dit, écoutez, on ne retrouvera ce type que s'il récidive. Malheureusement, ça a été le cas. Il a été arrêté en 98, c'est-à-dire plus de 7 ans après l'assassinat de Pascal. Bonjour à toutes et à tous. La police connaît désormais l'identité du tueur en série soupçonné d'avoir assassiné au moins 7 jeunes femmes entre 91 et 97. On peut parler d'une chasse à l'homme pour tenter de retrouver ce suspect numéro 1. Voici le cliché du suspect numéro 1. Guy Georges, 35 ans, 1m72, d'origine antillaise. Guy Georges a été arrêté après avoir tué justement 6 autres jeunes femmes. Donc on s'est dit, ça peut être Guy Georges, qui est impliqué dans l'affaire d'Avallon. Gilbert Hill, qui était juge d'instruction, qui s'occupait des affaires autour de Guy Georges, va mener des investigations et va très vite déterminer que ça ne pouvait pas être Guy Georges, parce qu'en mai 1989, Guy Georges était incarcéré, il n'était pas en permission de sortie, etc. Donc ça ne pouvait pas être Guy Georges. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Sylvie Lemettet. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.